Salut à tous, c'est Diffuse, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors j'ai profité du salon qui propose les produits Sonus Faber et Macintosh. Voilà, nous sommes en présence de François qui va nous expliquer un peu les produits que tu nous as ramenés. Parce que c'est une journée spéciale Sonus Faber et Macintosh. On a une superbe installation ici. Donc on est chez Studio 23, on va un peu regarder ça rapidement. Je vais prendre la caméra au point et je vais lui poser des questions sur cette installation. Allez, c'est parti, à tout de suite. François, bonjour. Déjà, présente-toi. Salut François, donc Europe Audio Diffusion, nous sommes le distributeur de marques prestigieuses de hi-fi en France depuis un petit peu plus de 40 ans maintenant. Donc on a aujourd'hui effectivement Macintosh, Sonus Faber, les caissons REL. On distribue également d'autres marques. On a la chance d'avoir en bas en toute quasi première en France le i50 d'Audio Research qui tourne aussi sur les Sonus Faber. On va reparler sur le système qu'on présente aujourd'hui. Donc on a la petite enceinte, si tu me suis, hop. La petite, c'est ça. Ouais, la petite. La petite Nova 5 de chez Sonus Faber. Donc pour situer la gamme Nova, chez Sonus Faber, on commence avec les Lumina, puis Sonetto, puis Nova, et on a ensuite la gamme Héritage qui est ici. Donc un exemplaire ici, puis on a la gamme Hommage Tradition et on a encore d'autres gammes. Donc on est qui monte encore au-dessus. En termes de tarifs, on est sur quelle tranche tarifaire? On est à 16 000 € la paire, 15 000 pour celle-ci. D'accord. Donc on est très gros milieu de gamme, on est plutôt haut de gamme on va dire dans le catalogue Sonus Faber, mais on a pas mal de choses en dessous et au-dessus. On alimente donc par le MA 12000 qui est le bel ampli qui est ici, qui est un 2x350 watts, qui est le plus gros intégré qu'on ait chez Macintosh, qui est le dernier né d'ailleurs aussi chez Macintosh. Préamplification à tube. On a la carte DA2 qui est le dernier DAC sorti chez Macintosh, 350 watts de puissance transistor. Ça c'est ce qui alimente les Nova 5 qui sont ici. Et histoire de jouer un petit peu, parce qu'on s'est dit qu'on voulait se faire plaisir, on a rajouté deux caissons REL qui sont ici. Alors ça justement j'ai vu. Un de chaque côté. J'ai vu, ça m'a interpellé sur des enceintes aussi grandes. On a quand même. Qui sont bien équipées hein, avec 3 haut-parleurs de grave. Ouais. Pourquoi avoir rajouté deux caissons de base sur l'installation hi-fi? Alors déjà, on peut se poser la question pourquoi rajouter un caisson de grave, sachant qu'on a déjà globalement ce qu'il faut pour le faire. Une Nova 5, ça descend très très bien. En soi, on peut vraiment très clairement se poser la question. La réponse, elle est qu'on peut mettre un voire des caissons. J'ai tendance à souvent proposer plutôt deux. Vaut mieux privilégier deux petits caissons qu'un gros. La raison elle est relativement simple. Si on veut accorder, on va dire, voire les caissons avec l'enceinte, on a un problème de mise en phase, c'est-à-dire que quand l'enceinte et le caisson font une fréquence commune, il faut que les deux fassent ce même mouvement en même temps. Et pour qu'on puisse coller au plus près à la vitesse du haut-parleur de l'enceinte, il faut qu'on essaie de rester sur un haut-parleur relativement petit qui permet de garder cette vitesse-là. Donc le fait d'en mettre deux, en fait, on est sur deux plus petits haut-parleurs, encore une fois, qu'un gros. Et le fait de jouer sur cette taille-là nous permet de coller au plus près à ce que va faire l'enceinte en termes de taille. La seconde des réponses, c'est que le fait de mettre deux caissons à la place d'un nous donne une spatialisation de la scène beaucoup plus importante. On a une profondeur de scène qui est plus large et une profondeur et largeur de scène qui est plus importante. Ça remplit mieux l'espace. Et d'ailleurs, on a joué tout à l'heure un petit peu avant de faire la vidéo. Tu as été, je pense, moi j'étais impressionné parce qu'effectivement on a écouté, moi je savais pas qu'il y avait les deux caissons branchés, on a écouté avec et sans caisson, et sans caisson, je me suis dit il manque quelque chose. C'est ça. Il manque clairement, alors l'écoute n'est pas nulle sans caisson, loin de là, elle est très très bien, mais dès que tu rajoutes les caissons, tu rentres dans un autre univers. Tu rentres... T'as dit, enfin, je trouve que ton approche est la bonne, à savoir, quand tu l'enlèves, en fait, le caisson, il brille par son absence. C'est-à-dire que quand il est là, tu ne sais même pas qu'il est là. Et c'est exactement ça. Et d'un seul coup, tu l'enlèves, et la scène sonore, tu as l'impression qu'elle s'écroule. On faisait un petit morceau de Malia, si je me trompe pas, tout à l'heure, qu'on écoutait.
qui a, un grave dans l'ensemble qui est quand même très marqué sur ce morceau-là. Elle a une voix qui est très présente, et pourtant, on avait l'impression de cette voix qui d'un seul coup devenait beaucoup plus petite, alors que, a priori, c'est pas sur la voix que vient interférer le caisson. Néanmoins, le caisson vient poser ce que j'appelle les fondations de la musique, c'est-à-dire qu'ils viennent vraiment mettre ce sous-bassement qui fait que derrière, tout le reste s'ouvre et se libère. Et c'est typiquement l'effet qu'on a eu tout à l'heure. On a l'impression d'avoir une voix qui est plus aérée, plus légère, tout paraît plus souple et plus envolé. Ah bah clairement, c'était le ressenti, et on a fait l'essai aussi avec des clients qui sont venus et qui ont écouté, qui se sont dit bah ouais, les caissons apportent réellement quelque chose. Ouais. Et encore une fois, je conseille, mais il n'y a pas d'obligation, je conseille d'en mettre 2 plutôt que 1, et rien n'empêche d'en mettre un dans un premier temps, puis d'en remettre un second dans un second, si le projet à terme est voilà. Mais dans l'ensemble, c'est plutôt essayer autant que possible de privilégier 2, ça permet vraiment cette ouverture de scène et cette profondeur qu'un seul n'arrive pas à faire. Donc vaut mieux 2 petits, qu'un seul gros. Qu'un plus gros, en considérant aussi le principe de câblage de REL, puisqu'on câble ce qu'on appelle en haut niveau, c'est-à-dire qu'on vient se mettre parallèle au bornier des enceintes, qui nous permet à nouveau de rester exactement sur le même rythme, c'est-à-dire qu'on récupère le signal au même moment, exactement où on envoie le signal à l'enceinte, ce qui permet à nouveau que les deux fonctionnent en même temps. On a fait le tour sur le caisson de basse, sur la première installation avec ce gros bloc stéréo intégré de chez Macintosh. Parle-moi un peu de la source. Qu'est-ce qu'on peut mettre dessus? Qu'est-ce qui tourne en ce moment? Le Macintosh, le MA12000, il a pléthore d'entrées, c'est-à-dire qu'on peut aussi bien rentrer en numérique qu'en analogique. En numérique, on a des entrées coaxiales, on a l'entrée optique, on a même une entrée HDMI ARC qui permet, si on a la télé, de récupérer le canal audio via l'ARC, donc de l'HDMI. On a des entrées symétriques, donc XLR, on a des entrées asymétriques, RCA, et on a 2 entrées phono, une MM, une MC, ce qui permet de répondre à peu près à tout ce qui existe sur le marché, et on a aussi une entrée USB. Tu peux brancher tout ce que tu veux comme source dessus. Arrivé à ce limiter-là, je ne sais pas ce qui pourrait manquer pour qu'on puisse pas rentrer. Au jour d'aujourd'hui, on exploite l'entrée donc USB directement de la carte numérique du 12000, et la source qui est ici, qui est le petit Melco qui est en bas. Donc on sort en flux USB, et on vient attaquer la carte. D'accord, donc c'est directement le DAC du Macintosh qui travaille. C'est ça, exactement. Ça c'est le premier système qu'on a, donc on a aussi évidemment mis une platine vinyle pour les amoureux du vinyle. Le premier système c'est celui-ci, le second on s'est servi d'une source qui est donc un streamer Moon. Et là cette fois on attaque donc le MA8009 qui vient d'être remplacé par le MA8950. Le nouveau arrive dans les semaines à venir, on va dire très peu long, dans très peu de temps. Et cette fois on attaque une paire d'enceintes qui s'appelle la Maxima Amator, toujours chez Sonus Faber. La Maxima fait partie du catalogue héritage qui comporte 3 modèles: la Minima Amator, qui est une bibliothèque, l'Electa Amator 3, c'est la 3e version de l'Electa Amator, et la Maxima, qui reste une 2 voix, mais les 2 premières étant des bibliothèques. Ça, cette fois-ci, on est sur une colonne. Donc là on a un coffre plus gros, on a un volume qui est beaucoup plus important, plus d'ampleur, plus de présence. Mais par contre on retrouve cette sonorité, on va dire un petit peu old school, j'ai envie de dire, mais qui plaît beaucoup. C'est extrêmement charmant, on se laisse emmener vraiment de quoi porter par la musique. À nouveau, on l'a écouté tout à l'heure, on laisse très facilement emmener. C'est vraiment 2 sons différents. Chacun, la Maxima et la Nova sont vraiment 2 typologies de sons différents, mais avec chacun son charme, qui pour le coup mérite vraiment cette comparaison AB. Qu'est-ce qui est meilleur, un Bourgogne, un Bordeaux? Ah ben non, c'est différent, ça dépend les goûts voilà, aussi, ça dépend les goûts musicaux, etc. En tout cas, c'est de très belles enceintes. On voit sur les finitions, etc. C'est fabriqué en Italie. Fabriqué en Italie, bien sûr. Donc ça, c'est du bois massif. Aussi, ça, c'est important de le savoir. Bois massif. Bois massif. Ok. Marbre de Carrare au pied de l'enceinte. On retrouve le cuir traditionnel de Sonus Faber sur la face avant. Eh ben c'est magnifique. Parlons niveau prix. Donc pour les enceintes, on était 16 000. 16 000 € la paire de Nova. Donc c'est la plus grande du catalogue Nova. 16 000 € et 15 000 pour la Maxima. Et au niveau de l'amplification, au niveau des amplis? Au niveau de l'amplification, on est à 19 000 sur le MA12000, 19 000 € et 11 750 sur le MA8009. Et le MA8009 par rapport à celui-ci, c'est quoi? C'est 2 fois 200 watts, hein, c'est ça hein? C'est exactement, c'est un 2 x 200
On est sur une donc préampli transistor, amplification transistor, 2x200 watts. Les transfos de sortie classiques de chez Macintosh. Le MA12000, on est sur un 2x350 watts. Donc plus costaud. Nettement plus costaud. Et surtout, on a la partie de préamplification qui est à tube. Qu'on retrouve les petits tubes qui sont bons. D'accord. Et ça change quoi niveau son? Ça change... Le tube est probablement un des composants électroniques les moins justes, si on regarde mathématiquement ou si on le mesure. C'est plein de distorsions, ça a tous les défauts de la planète, et étonnamment, enfin il est né, il aurait presque dû mourir le tube il y a un peu plus de 50 ans. Étonnamment, on en a toujours dans à peu près tout ce qui se fait en électronique. On est dans un magasin hi-fi, il y a du tube partout. Nos amis qui font de la guitare ont aussi du tube sur leurs amplis de guitare. Le tube apporte un grain, une patte bien spécifique que l'on aime. Encore une fois, si on le mesure, c'est pas forcément quelque chose de juste, mais on l'aime. C'est une écoute plus chaleureuse, plus humaine. Il y a plein d'harmoniques qui se mettent en route autour du phénomène du tube. Et encore une fois, c'est quelque chose qui vient être plus englobant, moins rigoureux, plus englobant et incontestablement plus musical que ne peut le faire un transistor. D'accord. Eh ben, très bien, voilà, vous avez la différence entre une préamplification transistor et une préamplification à tube. C'est à vous de l'entendre et votre propre opinion, de venir écouter. D'où les journées comme aujourd'hui où on vient vous présenter des produits et vous faire surtout vous donner une expérience, de venir écouter, faire votre propre avis, faites confiance à vos oreilles. Nos discours, c'est quelque chose d'important et on essaie de vous donner les éléments les plus justes, mais faites vraiment confiance à vos oreilles. La vérité, c'est vous qui l'avez. Est-ce qu'il y a quelque chose de juste ou pas? Est-ce que c'est quelque chose de... Voilà, encore une fois, on n'a pas de logique de meilleur ou moins bon. C'est vraiment une question de est-ce que ça me plaît pas. C'est juste une logique plaisir. Et dans ce cadre-là, la seule réponse, c'est vous qui l'avez en tant qu'éditeur. Ça, j'aime bien. Ça, j'aime bien. J'adore. Donc, en fait, clairement, l'appareil qui se trouve ici, c'est un mixte entre celui-ci et celui-là. Presque. Ah non, parce que celui-ci... Celui-ci qui est effectivement un préampli à tube, c'est un C22. C22, il est né dans les années 60. Okay, un petit peu comme celui-ci, le schéma original du MC275. Le MC275, c'est un des plus mythiques que Macintosh ait pu créer. Le schéma d'origine date de 1961. Bon, ça commence à dater un petit peu. Le principe reste le même sur celui-ci, qui est évidemment au catalogue encore aujourd'hui. Là, on est sur un préampli à tube et un ampli de puissance, lui aussi à tube. D'accord. Le MA12000, c'est un préampli à tube et c'est un ampli de puissance transistor. Ok. Et donc, dans cette gamme, j'ai vu en bas aussi une enceinte connectée de chez Macintosh. Oui. On a deux modèles en fait d'enceinte connectée. La RS150, qui est le petit format, qu'on verra tout à l'heure, et la RS250, qui elle est plus plate, le format plus barre de son. La RS150, c'est donc elle est AirPlay, AirPlay 2, Chromecast, Roon, Spotify Connect, Tidal Connect, Bluetooth. Voilà, ça c'est une enceinte mono. La RS250, c'est à peu de choses près la même connectivité, c'est-à-dire à nouveau Roon, Spotify, Tidal, AirPlay 2, Chromecast et Bluetooth. Et en plus, il y a l'HDMI qui permet vraiment de l'utiliser sous forme de barre de son. Ça, c'est vraiment très très bien. Eh bien, merci beaucoup François pour ces indications, pour ces renseignements. Et n'oubliez pas vraiment, faites confiance à vos oreilles, écoutez, prenez le temps. Je vous le dis toujours, c'est vos oreilles les juges. C'est ça, exactement. Voilà. Vous pourrez dire plein de tests différents, mais c'est vos oreilles qui vont juger. L'expérience, avec ça. Merci. À très bientôt, merci. Alors vous le voyez, je suis en train de monter la vidéo et pendant ce laps de temps, je me suis dit je vais quand même vous dire ce que j'en ai pensé de ces enceintes, de ces écoutes. C'était une écoute très intéressante et première chose à dire, je préfère largement l'écoute avec des caissons de basse plutôt que sans caisson de basse parce que ça correspond plus à ce que j'écoute. Je trouve que sans caisson de basse il manque quelque chose, il manque une profondeur. Ça enlève une certaine dimension, le fait de ne pas écouter avec les caissons de basse parce que c'est vrai que ça ajoute quelque chose au niveau des voix, au niveau de la scène sonore. Comme on l'a dit avant, j'ai fait des écoutes avec, j'ai fait des écoutes sans, et puis ça me manquait quand vraiment je faisais une écoute sans les caissons. Après, remarque, ils étaient vraiment très bien accordés avec le système. Ma préférence, c'était les Olympica, la série Nova. C'est l'enceinte qui est toute à l'extrême. C'est une écoute qui me correspond plus par rapport à ce que j'écoute, parce que sur la référence héritage,
On est sur une écoute un peu plus charnelle, un peu plus posée. C'est smooth, voilà. Ça coule, c'est très calme, très posé. Pour une écoute sans fatigue auditive, c'est vraiment bien, parce que vous pouvez monter à des volumes sonores très élevés, ça fatigue pas du tout. Mais ça manque, enfin moi j'ai trouvé que ça manquait un peu de punch, malgré l'amplification qui est juste extraordinaire à 2 x 350 watts, ou même 2 x 200 watts sur les électroniques Macintosh, ça marche d'enfer. Et là, quand tu écoutes le même morceau avec les Nova, donc les Olympica, les plus extrêmes, et bien là, tout s'ouvre. Une scène sonore bien plus large, pour ma part, hein. Après c'est vraiment très subjectif, on était plusieurs à écouter, et les avis étaient vraiment très différents. Certains ont préféré plutôt une écoute un peu plus calme, plus posée. Moi, pour ma part, je préfère une écoute un peu plus démonstratrice. Il y avait ce côté, ça envoie du pâté. Et personnellement, j'ai préféré cette écoute. Et j'ai oublié de parler des électroniques. Juste hallucinant. Ces amplis Macintosh sont, déjà ils sont magnifiques. Ils sont beaux, les vumètres sont à tomber par terre, le design un peu rétro comme ça, ils sont très très lourds, il y a du matos dedans, et puis toute la connectique nécessaire. Certes, c'est un prix, mais je pense que quand on a un Macintosh, on le garde pendant pas mal d'années, je pense. Pour résumer, si vous souhaitez une écoute un petit peu plus charnelle, un petit peu plus posée, en mode je me pose dans mon canapé, je ne réfléchis pas, je lance mon morceau, je privilégierai la série Héritage. Par contre, si vous souhaitez une écoute plus rentre-dedans, plus expressive, avec une précision un peu moindre, mais quand même cette panache, cette dynamique qui est là, je vous conseille les Olympica, les Nova. Je vous mets à la fin de la vidéo quelques petits extraits et des petits bonus, très sympa, on a bien rigolé. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin de la vidéo pour écouter un petit peu le rendu. Malheureusement, vous pourrez pas trouver de morceaux très très longs, c'est juste quelques secondes d'audio et de voix pour cause de droits d'auteur. Sinon la vidéo, elle est censurée. Alors oui, je sais que c'est des produits qui sont certes très chers, qui font rêver, parce que même moi j'ai pas les moyens, mais parfois c'est aussi bien de rêver et de découvrir des systèmes pareils, ça fait vraiment du bien des fois, et de se dire, peut-être qu'un jour, j'aurai un ampli tel que ce Macintosh chez moi, parce que vraiment il a de la gueule, hein. Personnellement, j'adore le côté rétro, avec ces petits vumètres bleus. Quand on voit un Macintosh, on sait que c'est Macintosh, peu importe, voilà, on voit une lumière bleue, comme ça on se dit, c'est Macintosh. Comme une Ferrari, quand on voit une Ferrari, on sait que c'est une Ferrari. J'espère que vous avez apprécié la vidéo, moi j'ai passé un agréable moment à écouter tout ça. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous connaissez cette marque, si vous êtes intéressé, ou bien si c'est un rêve inaccessible. Moi pour ma part c'est quelque chose d'inaccessible pour le moment. Mais comme quoi, la chance peut tourner un jour ou l'autre. Si je me mets à jouer au loto, peut-être que... Et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt écoute stéréo sans caisson de basse ou alors avec caisson de basse. Je serais curieux de savoir un peu comment vous écoutez vos musiques favorites. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut Bissam. Eh bien, bienvenue, c'est Diffuse. Attends, bah, on dit pardon. Ah bah attends, on va recommencer, je vais lancer moi. Tu me vois dans le retour? Les Crowns, ils ont dû faire play. J'avais la tête là. Et je me suis dit, je me baisse. Le truc improbable. Je mets à zéro tous les deux. Hein. Et n'augmentez pas le son. J'ai pris la vague pleine gueule. Avec une marque qui est représentée aujourd'hui dans ce salon. Ah bon, ça arrive, hein, un coup de téléphone, voilà. Je vais mettre ça dans le bêtisier, ça va être cool. Well, out one night to make a little round, I met a little city and I shot her down. I'm back home, jumped into bed, 44 pistol under my head.